Dans le 20h, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce soir. Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho, a quitté Abidjan cet après-midi. Il était en Côte d'Ivoire pour le lancement des activités du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Le roi du Lesotho a été reçu hier par le président ivoirien Alassane Ouattara. 7e édition de l'Africa CEO Forum à Kigali au Rwanda. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire y a présenté les performances de l'économie ivoirienne aux investisseurs et les a invités à saisir les opportunités qu'offre son pays au cours d'un panel devant des hommes d'affaires étrangers. Le projet Une femme, 10 poules, un coq, initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques en 2015, a permis d'installer à ce jour 1700 éleveurs, dont 1500 femmes. Et 15 000 femmes sont encore en attente. Cela nécessite la mobilisation de 6 milliards de francs CFA sur 5 années. Et puis en Algérie, le chef d'état-major demande l'application de l'article 102. Il prévoit qu'en cas de maladie grave ou durable du président de la République, si ce dernier est dans l'impossibilité totale de gouverner, le Conseil constitutionnel doit proposer au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, a été reçu hier par le chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour la lutte contre la malnutrition, et le roi du Lesotho ont évoqué des questions liées à la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Awa Touré. Champion de l'Union africaine pour la lutte contre la faim et la malnutrition, le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, reçu au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui s'est félicité de la présence du roi du Lesotho à Abidjan pour l'inauguration du Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Nous avons le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Le roi du Lesotho a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition. Son séjour ivoirien a pris fin ce mardi. Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho, a quitté Abidjan en fin d'après-midi. Il a été raccompagné par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il était à Abidjan, rappelons-le, dans le cadre du lancement des activités du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la nutrition. Il a lui aussi pris part hier à l'inauguration du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Besley, a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Les deux hommes ont exploré le nouveau domaine de coopération entre le PAM et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, initié par le Programme alimentaire mondial, officiellement installé à Abidjan.
Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique avant d'évoquer des questions de développement socio-économique. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un modèle et que la Côte d'Ivoire a démontré cela par rapport à ses activités et ses progrès dans le secteur de l'alimentation scolaire. Et c'est ces exemples-là qu'on voudrait partager. Mais justement, on est là aussi pour démontrer qu'on pourrait travailler ensemble pour faire en sorte qu'on réussisse à réduire des questions de faim et de malnutrition en Afrique et dans la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part remercié le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, M. Beasley, qui est une personnalité bien connue, ancien gouverneur de la Caroline du Sud, qui a restructuré l'État de Caroline du Sud sur une période très courte avec des résultats impressionnant, en plus de la mise en place du centre de nutrition. J'ai souhaité avoir un entretien avec lui pour profiter de son expérience en tant que gouverneur de la Caroline du Sud. Mais nous tenons à le remercier pour la contribution importante faite par le Programme alimentaire mondial. Fruit de la coopération entre le Programme alimentaire mondial et la Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition est une plateforme de recherche, de partage d'expériences entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une autre délégation internationale a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Il s'agit de celle du Fonds monétaire international FMI. Direction Kigali au Rwanda, le Premier ministre ivoirien y est pour la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Il a animé un panel devant les investisseurs étrangers. Amadou Koulibaly a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et en marge de ce rendez-vous important pour le secteur privé qui vise notamment l'intégration économique à travers la mise en place d'une zone de libre-échange économique, Amadou Koulibaly a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Ils ont parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. En mars 2018, 44 États sur les 54 que compte le continent africain ont signé la création de la zone de libre-échange continentale à Kigali. Un an après, quel est l'avis des décideurs économiques? Quelles sont leurs attentes au sujet de cette zone de libre-échange pour le continent? Noël Niagno leur a posé ces questions. Kigali, l'Afrique économique à travers ses fils qui ont pignon sur rue, les CEO, est mobilisé pour donner forme et contenu à l'acte de l'accord de libre-échange continental de l'Afrique, la ZELCA. Né un an plus tôt en ce même lieu de la conférence Center de la capitale rwandaise, la ZELCA prend un rendez-vous avec son devenir. Intégration économique de la parole aux actes. Voilà le concentré des 48 heures de réflexion et d'échange tout azimut entre CEO, partenaires au développement et autres acteurs économiques de renom. Parce que l'unification de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen qu'ont les États africains pour atteindre un niveau de développement qui ressemble à celui des pays industrialisés. D'ici Kwame Nkrumah dans son livre « L'Afrique doit s'unir », une vision qui date des années 60. Plus d'un demi-siècle d'indépendance après, les réalités sont l'Afrique, c'est 84 000 km de frontières entre les 55 États, donc 84 000 km d'obstacles aux échanges entre pays africains, a indiqué le président nigérien Amadou Issoufou. Ces obstacles doivent être levés pour organiser le plus grand espace économique au monde. 1,2 milliard d'habitants pour un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars. Conclusion, l'Afrique doit s'unir et c'est maintenant. Le défi du temps, il nous est compté. Des millions de jeunes, impatients, c'est leur nature, attendent d'être des acteurs du futur de l'Afrique. Autre exigence, les échanges doivent passer de 15% à 25% du commerce total du continent dans 10 ans, pas plus. En clair, les CEO n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent se séparer avec des pistes de solutions parce que le focus sur l'Afrique ne sera pas éternel.
Ici, en Côte d'Ivoire, l'ouverture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale est fixée au 1er avril prochain. Les travaux vont être officiellement lancés par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Il va tenir son premier grand discours en session parlementaire après sa prise de fonction. Moussa Konaté. Les travaux parlementaires débutent le mois d'avril prochain. Ce, après l'ouverture officielle de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle est prévue le lundi 1er avril en présence d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef de l'hémicycle s'exprimera devant les députés au cours de cette cérémonie. Nous avons un nouveau président depuis le 7 mars et donc j'ai envie de dire que ce sera son baptême de feu. Même si M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, est un parlementaire ancien et donc un parlementaire aguerri, mais en sa qualité de président, ce sera véritablement son premier moment d'expression devant le peuple de Côte d'Ivoire, si on occulte évidemment le discours, sinon l'allocution qu'il a eu à prononcer le jour de son élection et qui peut-être a donné quelques orientations sur ce que sera son action à la tête de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution de 2016, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a qu'une session unique. Elle s'ouvre donc le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Le dossier EcoPlus ce soir s'intéresse à l'élevage de poulets africains, encore appelé poulet bicyclette. Avec un noyau de 10 poules et un coq, un éleveur peut gagner en moyenne 35 000 francs CFA par mois, cela après 6 mois d'activité. C'est l'un des résultats du programme Une femme, 10 poules, un coq, initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques en 2015. Il a permis d'installer à ce jour 1700 éleveurs, dont 1500 femmes. Et encore à ce jour, 15 000 femmes sont en attente. L'élevage de poulets africains, une solution à la lutte contre la pauvreté, c'est un dossier signé Francis Boifo. Bregbo. Nous sommes dans la commune de Bengéville, à environ 3 km du centre-ville et à 38 km d'Abidjan. Ici, se sont installés des jeunes fermiers avec une particularité, l'élevage de poulets traditionnels, encore appelés poulets africains ou poulets bicyclettes. Avec des amis, des collègues, quand souvent nous nous retrouvons dans la restauration, il est un peu difficile d'obtenir du poulet africain pour faire de Kédjenou. Je suis friand de Kédjenou. Et nous nous sommes dit, on ne va pas toujours se déplacer pour aller au village, pour aller demander des poulets africains. Mais pourquoi ne pas mettre un système en place qui nous permettra d'avoir des poulets africains, afin d'étoffer le marché et permettre aux différents consommateurs d'avoir une panoplie de choix. Pour être indépendants dans la chaîne de reproduction, les responsables de cette ferme ont acquis une couveuse d'une capacité d'éclosion d'environ 20 000 poussins. Nous venons des poussins. Nous avons bien voulu accompagner l'État qui a mis en place un projet pour installer des agriculteurs. L'année passée, nous avons livré 2442 poulets coqs au ministère des Ressources animales et halieutiques. Cela pour la mise en œuvre de l'initiative dénommée « Une femme, 10 poules, un coq ». Ce projet consiste à installer des Ivoiriens dont l'âge est compris entre 18 et 60 ans, avec un kit comprenant un noyau de 10 poules et un coq, un bâtiment, des vaccins et une formation primaire au métier de l'élevage. Il a démarré en 2015 dans les zones centre, nord et est. Nous sommes allés à la rencontre d'une bénéficiaire à une vingtaine de kilomètres de Korogo, la capitale du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. La cinquantaine révolue, Dame Soro a très vite abandonné les travaux champêtres pour se consacrer à l'élevage de poulets africains. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Les poulets, je les vends en fonction de la forme. Quand ils sont plus gros, je peux les vendre jusqu'à 4 000. Et quand ils sont moins gros, je les vends à un prix plus bas. Le projet me plaît. Grâce à ce projet, j'ai pu scolariser mes enfants et ça me permet d'avoir une vie meilleure. À plus de 500 km de Nambeka, la commune de Sikemsi, le gouvernement a permis à Gervais Ekoun de s'installer
avec un coq et 10 poules pour réaliser des années plus tard de grosses ventes. Le bâtiment, il est vide. Il est vide tout simplement parce que nous avons une vague de près de 1000 sujets qui viennent de partis. Les poulets africains, vous savez que c'est prisé par les populations ivoiriennes dans leur ensemble. Donc les commandes viennent d'Abidjan, de Sikessi. La forte demande du poulet traditionnel ou poulet bicyclette a emmené Dame Guetta, autrefois bénéficiaire du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire PADECI, à modifier son business plan. L'État m'a installé avec 1000 poulets. Et après, moi-même, j'ai cherché à faire des poulets africains. Je vends simplement que les poulets africains pendant les fêtes. Et je vends les poussins à présent jusqu'au mois de décembre. L'État est revenu encore vers moi pour prendre des poussins avec moi pour installer d'autres éleveurs. Dans cette ferme, un poussin coûte 800 francs CFA et Annick Ngueta en vend en moyenne 500 par mois, soit plus de 400 000 francs CFA de gains. Malheureusement, son activité est menacée. Ici, la ville m'a rattrapé. Donc les voisins me chassent. Je dois quitter. J'ai une grande site de 2 hectares, mais je n'arrive pas à construire. 7 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour déménager et pérenniser son activité. Elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté quand certains bénéficiaires du projet, une femme, un coq, 10 poules, plaident pour la mise en place d'une ligne de crédit. Si l'État pouvait nous appuyer au niveau des banques, en nous accompagnant de manière à ce que, en faisant les prêts, nous puissions être accompagnés par ces banques-là à des taux vraiment réduits pour nous permettre d'agrandir notre affaire. Au 9e étage de la tour C au plateau, le coordonnateur du projet et ses collaborateurs disent chercher des solutions. L'octroi des crédits aux éleveurs est une préoccupation majeure pour le ministre Adjoumani. À chaque occasion, il revient là-dessus et il se bat pour avoir les moyens, pour les mettre à leur disposition. Plusieurs femmes s'intéressent de plus en plus à l'élevage de poulets traditionnels. 15 000 femmes en attente d'installation à ce jour, donc 15 000 demandes à satisfaire. Ça a un coût, 6 milliards de francs CFA, qu'il faut mobiliser sur 5 ans pour pouvoir faire sortir ces populations-là de la pauvreté. Pour ce faire, nous nous tournons vers l'État qui a financé la phase pilote en mobilisant 500 millions. Et nous nous tournons aussi vers les bailleurs de fonds, les institutions nationales et internationales de financement. De 2015 à 2018, l'État a installé 1500 femmes et 200 hommes, soit un total de 1700 bénéficiaires sur un objectif de 3000 personnes. Ces éleveurs de poulets africains contribuent à l'approvisionnement du marché en viande de volaille. Dans ce restaurant, tous les mets sont concoctés à base de cette protéine. En tout cas, Philippe en a fait sa spécialité et le business lui permet de gagner sa vie. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que nous recevons plus de 200 personnes. Et ils ont commandé que du poulet africain. Donc vraiment là nous sommes bousculés parce que nous avons beaucoup à faire. C'est du poulet africain qu'on a fait en grillé, en kéguénou et en braisé. Les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques indiquent que le poulet africain ou poulet bicyclette représente plus de 40% de la consommation nationale en viande de volaille avec une production d'environ 28 750 000 têtes en 2017 contre 42 600 000 têtes de volailles modernes. Dans le domaine de la télédétection, une plateforme de vulgarisation des nouvelles technologies géospatiales a été créée. Elle a été conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique afin de faciliter les prises de décision dans le cadre des grands projets d'investissement. Grâce Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, a développé une plateforme de vulgarisation des nouvelles technologies géospatiales dénommée Géovulgarisation. Elle permet de prendre des décisions pertinentes dans le choix des projets d'investissement. Cette plateforme a été mise en place pour pouvoir mettre à jour tous les consommateurs et les utilisateurs de cette information et de cette technologie afin qu'ils puissent faire des choix judicieux quand il s'agit de prendre des décisions par rapport au projet de grande envergure. C'est une niche qu'il faut développer et qui est plus précise.
pour permettre aux utilisateurs de mieux maîtriser et comprendre ce nouvel outil de gestion des données géospatiales. Un atelier de formation est organisé. Il est destiné, entre autres, aux ministères techniques et aux collectivités territoriales. Nous avons des problèmes pour avoir des bases de données fiables. Seule source d'information, c'est l'INS. Mais comment géolocaliser les contribuables qui bougent dans les régions? Comment mesurer tout le potentiel de nos régions? Et je pense que l'atelier vient nous aider justement dans ce sens-là. C'est un atelier qui vient à point nommé pour surtout permettre aux acteurs que nous sommes d'être mis à jour quant à l'avancée de toute la technologie dans le domaine. Cette plateforme révèle plusieurs thématiques d'actualité, dont les technologies de collecte de données, de drones et les systèmes d'information géographique d'entreprise. La commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan, est en plein toilettage. Des travaux de bitumage et de réfection de la voirie avec des pavages ont été lancés par le maire de la commune, Mamadou Kwasi. Voici le nouveau visage du boulevard Antananarivo dans la commune de Koumassi. Décor identique du côté de la place Inch'Allah. Toutes les constructions jugées illégales ont toutes été rasées. Une situation difficile à accepter pour certaines populations. Tous les pères de famille, il y a des femmes qui nous aident même. On les a cassés tous. Les gens, ils ont leur garage, ils ont tout ici. Il n'y a personne, il n'y a rien qui ne marche. Rien. Nous tous, on est en deuil même. Et bon, ça ne nous a pas plu parce qu'on vivait de ça. Comme le maire aussi a dit que donc il a besoin de ça pour... Il faut casser pour reconstruire. Donc si le développement passe par ça, qu'allons-nous faire? Les gros arbres plantés en bordure de route ont été également abattus. Mais dommage, cet arbre donnait de l'ombre. Des arbres qui ont déjà une trentaine d'années qu'on vient subitement abattre, il y a des effets négatifs. C'est déjà, mais il faut remplacer ces arbres-là. C'est pourquoi on a prévu de rassembler ces arbres-là et puis planter d'autres arbres qui sont adaptés au bitume. Tous les magasins construits en bordure des écoles et des hôpitaux sont aussi détruits. Et ce, sous la supervision du député maire Ibrahima Cissé Bakongo. Nous avons cassé autour des établissements scolaires, des boutiques, des maquis, des bars, quelquefois des sex shops, c'est-à-dire là où on va vendre du sexe. Nous avons cassé tous ces endroits où des gens gagnaient leur vie, mais que nous considérions comme étant des lieux qui ne pouvaient pas être dans l'environnement ou des écoles. Des opérations qui visent à donner un nouveau visage à la commune de Koumassi, tout en améliorant le cadre de vie des populations. Pour nous, ce sont des grandes voies, des voies structurantes qu'il fallait nettoyer comme nous l'avons fait avant donc de passer à la phase d'embellissement. Donc pour nous, tout cela s'inscrit dans notre vision de rendre Koumassi autrement que ce qu'elle est aujourd'hui. En plus des opérations de déguerpissement, le député maire de la commune de Koumassi lance les grands travaux. Et pour cette première phase, ce sont le bitumage, l'assainissement et le pavage des rues, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA. Des travaux réalisés en prélude à la saison pluvieuse. Nous avons engagé les travaux au pas de course, justement pour dévancer, pour anticiper, faire en sorte que lorsque les saisons de pluie vont démarrer, il y ait ici à Koumassi zéro inondation. C'est un pari, de notre point de vue, qui est tout à fait possible. Les travaux qui commencent aujourd'hui, en réalité, sont des travaux qui sont offerts par le président de la République. À la cérémonie de lancement de ces travaux, le député maire de la commune de Koumassi a invité sa population à l'Union pour le développement de leur cité. Pardon pour tout ce que nous avons fait, tous les torts que nous vous avons causés. Donc pour faire des omelettes, il faut bien que je casse des œufs. Nous avons donc dû débarrasser toutes ces voies de tout ce qui les encombrait en faisant des malheureux. Tous ceux qui ont été déguerpis vont être relogés. Nous avons commencé par les Aoussa, ils ont été relogés. Ces grands travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année 2019 et permettront à la commune de Koumassi de retrouver un nouveau visage, plus reluisant pour le bien-être de ses populations. Dans le domaine de la communication, comment gérer les fake news ou fausses informations? Les responsables en charge de la communication des ministères et institutions de la République sont formés sur la question. Le ministère de la Communication et des Médias et l'ambassade des États-Unis œuvrent à renforcer également leurs connaissances dans le domaine sensible de la gestion de l'information en période de crise. Mamadou Kwasi.
cheville ouvrière de la communication des actions du gouvernement. Ces responsables de communication des ministères et institutions de la République renforcent leurs compétences. Pour cette session, la communication en période de crise et la gestion des fake news, surtout quand ces informations sont relayées par les réseaux sociaux, sont au centre de la formation. Souvent, les fake news sont très sophistiqués et on a du mal, et surtout le public qui peut-être ne connaît pas très bien le sujet, a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut être très vigilant et pour les communicants, quand ils voient qu'il y a des informations qui sont fausses, il faut réagir tout de suite et il faut dire pourquoi ils sont fausses et il faut donner la bonne information. Des recommandations auxquelles les participants comptent se référer dans la gestion quotidienne, la communication des actions du gouvernement. Cette session de formation de 2 jours est une initiative du ministère de la Communication des médias en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous vivons dans un nouvel monde. Il faut être plus agile, il faut être proactif, il faut travailler pour arrêter les informations fausses qui répondent, qui sont diffusées sur l'Internet. Ça, c'est un grand défi. C'est un défi pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est un défi aussi pour les États-Unis. Le ministre Sidi Touré invite les participants à s'approprier cette formation qui vient booster la politique de communication des actions du gouvernement. C'est une exigence de bonne gouvernance que de rendre compte régulièrement de la gestion des affaires publiques dont le gouvernement a la charge. La nécessité demeure donc de maintenir le contact et une certaine interaction avec les populations, non seulement pour mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes, mais également pour expliquer et faire comprendre les politiques, les décisions et les projets de développement afin qu'elles se les approprient. En plus des sessions de formation, le ministère de la Communication et des médias compte mettre en place une plateforme de coordination de la communication gouvernementale, des stratégies qui s'inscrivent dans la politique nationale de la communication des médias pour la période 2019-2023. La caravane de la cohésion sociale et de la paix a fait escale à Boaké. C'est la 4e étape de la tournée du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny. Le président du mouvement a procédé à l'installation du coordonnateur pour le Grand Centre et la région de Gbeke, Léon Brou. Louis Abonois, dans le double siège de vice-président chargé du Grand Centre et de coordonnateur du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny pour la région de Gbeke. Pour l'installer, le président exécutif de ce mouvement né pour prôner la nécessité de rassemblement des héritiers politiques du père fondateur de la nation. Kobena Kwasi Adjoumani demande le soutien des chefs coutumiers à son collaborateur. Objectif, implantation de leur mouvement pour une adhésion massive au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette implication des chefs coutumiers, toujours selon le ministre Adjoumani, surtout pour la paix, condition du développement et du bien-être social en Côte d'Ivoire. Sur ces idéaux, le promoteur du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny dans le Grand Centre n'entend pas faiblir. Chaque week-end, nous passons par les villages, par les communes, les sous-préfectures, les départements de cette région pour implanter le RHDP. Et ce même travail que nous avons fait dans la région de Gbeke, qui a donné cette mobilisation extraordinaire, n'est-ce pas, saluée par tous et par toutes, va être implémenté dans toute la région donc, du Grand Centre. Je veux parler des 7 régions du Grand Centre et des 19 départements qui composent ces 7 régions. La finalité de ce périple, indique Louis Abonois, le triomphe du RHDP aux échéances électorales de 2020. À Diégonefla, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence sensibilise autour des idéaux de paix et de cohésion du RHDP. Les populations ont été invitées à s'inscrire en faveur de la paix et du développement. Abou Sanogo. Place publique de Diégonefla, localité à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Oumé. Forte mobilisation pour un meeting animé par le député Charles Niaouri, président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, président de l'Union des mouvements du RHDP. Objectif de cette rencontre,
a appelé au rassemblement, à l'union et à la cohésion autour du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'une part, et a soutenu le président de la République, Alassane Ouattara, d'autre part. Continuez à faire confiance au président Alassane Ouattara. Travaillez ensemble pour qu'à Diegonefla ici, le RHDP soit fort. Un appel approuvé par les militants du RHDP de Diegonefla qui s'engagent à soutenir davantage les actions du RHDP dans leur région. Donc ici à Diegonefla, nous lançons un appel à tous les cadres RHDP de venir dans les bases, de venir rencontrer les militants, leur parler de l'action du président Alassane Ouattara, leur parler de l'avenir pour leur dire que l'espoir est encore avec le président Alassane Ouattara et l'espoir est permis avec le RHDP. C'est ce genre de réconciliation soutenue que nous voudrons entendre, écouter et vivre. Parce qu'il nous faut forcément cela pour la cohésion nationale. Par ailleurs, les populations de Diegonefla ont égrené leur chapelet de doléances, notamment la réhabilitation de l'axe Toumoudi-Gagnoua passant par Diegonefla et un appui de l'État pour l'achèvement des travaux de leur mosquée. Installation du maire de la commune du Plateau, le préfet de la ville d'Abidjan a installé Jacques Ewo dans ses nouvelles fonctions et le nouveau maire entend se mettre au plus vite à la tâche afin d'accroître la notoriété de sa commune. Alexis Ouedraogo. Du maire et de ses adjoints. À ses reins, l'écharpe qui confirme son titre, Jacques Ewo, maire du Plateau. Une installation au terme de 4 mois de délégation. Pour le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, il est important que l'équipe entrante travaille au rassemblement. Les joutes électorales, les batailles électorales appartiennent au passé. Vous êtes maire, vous représentez le président de la République dans votre circonscription, vous représentez les pouvoirs publics. Il faudra vous présenter un rassembleur. Apprenez à oublier, apprenez à avancer, apprenez à marcher dans les pas du président de la République et à consolider la paix dans votre population. Quand il prend la parole, le maire, salué par les populations, s'engage à travailler pour sa commune, le Plateau. Après aujourd'hui, dans le conseil municipal du Plateau, il n'y aura plus de PDC. Il n'y aura plus de RHDP. Il n'y aura plus de FPI. Il n'y aura plus de société civile. Il n'y aura que le Plateau. Jacques Ewo n'a pas manqué de saluer le chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien permanent. Après l'installation, l'heure est désormais à la mise en œuvre des programmes de développement. Les populations en attendent beaucoup. Un mot de sport, football, la CAN 2019, la Côte d'Ivoire déjà qualifiée, l'a emporté 1-0 face au Libéria cet après-midi. Jonathan Kodjia est l'auteur de l'unique but de la rencontre. En Algérie, l'article 102 de la Constitution sera-t-il appliqué? C'est en tout cas ce que demande le chef d'état-major. Cet article prévoit qu'en cas de maladie grave ou durable du président, si ce dernier est dans l'impossibilité totale de gouverner, le Conseil constitutionnel doit proposer au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Ensuite, le président du Conseil de la Nation devra diriger le pays et au bout de 45 jours, si le chef de l'État n'est toujours pas en mesure de reprendre ses fonctions, le Parlement devra alors prononcer l'état de vacances et 90 jours après, des élections doivent être organisées. Et voilà qui met fin à ce journal, mais restez sur RTI 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est l'invité de votre programme RTI 1 reçoit. Au cœur des échanges, la crise qui a secoué le secteur de l'éducation pendant plusieurs mois. Et voilà, bonsoir à tous, merci de votre attention et à demain, 20h.